Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Seydou Gueye. Seydou Gueye est ministre porte-parole, coordonnateur de la communication de la présidence de la République. Monsieur Gueye, bonjour et encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayoumar, merci. Permettez-moi avant tout de souhaiter un très bon dimanche à tous vos auditeurs. Merci. Et vous remercier et leur dire Diawen et Seken, il faut qu'ils acceptent aujourd'hui qu'autour du micro, il y a deux Guéyennes. Souhaiter à tous nos compatriotes qui sont dans les préparatifs de la prochaine fête de la Tabaski une très belle Tabaski. Et que nous n'ayons plus ce qu'on fait que Dewen. Vous félicitez également pour la tenue ce vendredi dernier, pour la célébration de l'anniversaire de votre très belle station Sud FM. 28 ans. 28 ans, bientôt 30. Ah, espérons. Et bien sûr, beaucoup plus. Amen. En année de présence dans le paysage médiatique sénégalais, puisque quand même, il faut l'accepter, le reconnaître et l'affirmer. Sud FM fait partie des références dans notre pays. C'est également l'occasion de nous incliner à nouveau devant la mémoire de grand Babacar Touré. Qu'Allah l'accueille encore à son paradis. Et puis rendre hommage aussi à un collègue et non moins journaliste émérite, Abdoulatif Koulibaly. Il fait partie de ceux qui ont fait les beaux jours de Sud FM. C'est clair. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, Seydou Gueye, quand on vous parle de parti-État, cela vous inspire quoi? Une réalité qui n'est pas celle de notre pays. Ah oui? Tout à fait. Aujourd'hui, Seydou Gueye, invité d'objection, quand les opposants sont emprisonnés, quand aujourd'hui manifester devient un problème, quand je dis devient un problème, c'est à la suite de la demande de manifestation introduite par la coalition Yewwi, quelle réponse? Une réponse claire, d'abord une précision. Oui. Aucun opposant n'est emprisonné. Des opposants ont été arrêtés. Oui. Suite à une décision de défiance. Mais parce que la procédure... est où? La procédure est claire. Il est la où? Procédure ouais, mais attends, vous m'avez parlé de précision. Oui, mais soyons d'accord quand même sur les termes. Je pense que le monsieur dont vous parlez n'a pas été emprisonné, n'a pas été arrêté pour des questions relatives aux manifestations. Je parle pas du motif pour lequel il a été arrêté. Je parle... soyons clairs. Soyons clairs. Je parle pas du motif pour lequel il a été arrêté. Je parle d'un fait. Parler de deux faits. Vous avez parlé de deux faits. Oui. Le premier est relatif à la situation de leaders politiques qui ont été arrêtés suite à une manifestation interdite à laquelle ils ont voulu prendre part ou ils ont pris part. C'est un fait. Le deuxième correspond à une situation particulière d'un opposant qui a pris la parole et qui est tombé sous le coup de la loi. Dans un meeting politique. Sous le coup de la loi. Dans les deux cas de figure. Dans les deux cas de figure, ce qu'il faut constater, c'est que c'est la loi qui s'applique. Le droit de manifester n'est pas un problème dans ce pays et la manifestation n'est pas un problème dans notre pays. Mais pourquoi sont-elles interdites ces manifestations? Les manifestations sont interdites dans le cadre des dispositions qui sont prévues par la loi et les règlements qui régissent notre espace public. Et ça, c'est une figure imposée de l'état de droit. Faire tout ce que la loi permet, ne rien faire en deçà ou au-delà. Ça, c'est un principe premier. Si on n'est pas d'accord là-dessus, on ne peut pas avoir un espace régulé. C'est une question d'interprétation. Non, ce n'est pas une question concédée aux autres aussi. L'interprétation, elle doit s'appuyer sur des faits avérés. Le premier fait avéré, incontestable. C'est quoi? Le taux de manifestation autorisé avoisine ou dépasse les 90% sur la totalité des demandes de manifestation. Ça dépend de quelle manifestation. Peu importe. Nous sommes sous le registre des manifestations politiques, monsieur Nous sommes Gueye. sous le registre de la manifestation qui est un droit consacré par la Constitution et celle-ci précise, au-delà de la déclaration et du principe posé dans la Constitution, que cela se fait
dans le cadre de la conformité aux dispositions légales et réglementaires. Donc la lecture sur le droit de manifester ne doit pas être une lecture péremptoire ou théorique, elle doit être une lecture qui combine ce que dit la Constitution, et la Constitution, le principe de sa mise en œuvre, c'est les lois et règlements qui définissent les conditions. Donc de façon concrète. Oui, concrètement. Si on veut rester sur les faits, c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Oui. Voilà. Mais tout dépend de quel angle on se situe. Si on est de l'opposition ou si on est de l'autre côté, c'est-à-dire du gouvernement. Ce principe de relativité, oui, celui qui introduit une demande de manifester est fondé à le faire. Bien sûr. Alors, oui. C'est un droit. Oui. Mais ceux qui ne veulent pas manifester ont un droit aussi égal d'avoir la sérénité, la tranquillité et la quiétude pour vaquer à leurs occupations. C'est vous qui le dites? Ce sont les Sénégalais qui le disent. Oh. Puisque si vous voulez faire un bref historique, une première manifestation pour le même objet a été autorisée, une deuxième ne l'a pas été. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce cas de figure. Absolument rien d'exceptionnel. Maintenant, si on est dans la dimension de l'interprétation ou de la spéculation, tous les possibles sont ouverts. Alors, Seydou Gueye, que représente l'opposition et quelle place et rôle en démocratie comme celle du Sénégal? Alors, il y a deux niveaux de réponse à votre question. Le premier niveau, c'est d'essayer de comprendre quelle est la dynamique actuelle de l'opposition. Et je voudrais dire que par leur propre turpitude, l'opposition s'est elle-même réduite à sa plus simple expression. C'est-à-dire aucun contenu programmatique, aucune proposition, de la bravade, de l'insulte et de la fabulation. Et tel que cela fonctionne, cette opposition n'a pas une grande utilité au projet démocratique qui postule la capacité de formuler une proposition alternative au projet qui est mis en œuvre. Et dans le cas d'espèce, là où nous attendons l'opposition, c'est de dire de façon documentée et argumentée que leur proposition est supérieure au plan Sénégal émergent, qui est le référentiel unique aujourd'hui de nos politiques publiques dont les résultats sont tangibles et palpables. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Vous nous parlez de résultats. Ce sont les Sénégalais qui le disent. Non, de quel Sénégalais vous parlez? Globalement. Vous parlez de quel Sénégalais? Vous ne pouvez pas parler comme ça sans nous donner des chiffres quand même. Non, ce n'est pas les chiffres. Je vous aurais donné des chiffres, Bayoumar, vous m'ouvrirez rétorquer que les chiffres, ça ne signifie pas. Mais justement, mais on est obligé d'étayer ce que vous dites. Il n'y a pas un Sénégalais, je le crois, qui puisse nier la dynamique de transformation de notre pays. Il y a une réalité qui est une réalité indépassable. C'est que je l'ai déjà dit et je vais le répéter à votre micro. Il est plus facile de transformer le visage d'un pays que de changer le regard d'un détracteur. Non. Mais cela ne nous dérange absolument pas dès lors que nous ne sommes obligés que par la satisfaction des préoccupations des Sénégalais qui, à tout point de vue, que ce soit dans le domaine du social, ont senti une belle embellie. Mais puisque la situation de référence qui était celle de notre arrivée n'a rien à voir aujourd'hui avec la situation dans laquelle nous vivons. Gueye, si vous parlez de faits, si vous parlez de situation satisfaisante, mais donnez des indications. Première indication, on peut prendre, vous m'avez demandé des chiffres, je vais vous en donner. Aujourd'hui, le budget du Sénégal, qui est l'instrument par lequel on met en œuvre les projets et les programmes politiques, est passé de 2000 milliards ou 2500 milliards à notre arrivée à plus de 5000 et quelques milliards, et nous allons franchir la barre des 6000 milliards. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est une progression, c'est normal. Un budget est fait pour progresser. Une performance économique. Mais c'est pas une première, ça a toujours été la tendance. Deuxième élément. Quand vous avez pu, sur la période, engager autant d'actions bénéfiques au profit des populations, telles que
augmenter le niveau de couverture maladie de la population, qui est passé de 20% à plus de 53% à l'heure où nous parlons. Quand vous avez sur la même période servi autant de trimestres de bourse de sécurité familiale, je vous ai parlé de la situation personnelle des Sénégalais au regard de leur pouvoir d'achat. J'ai choisi la problématique des bourses de sécurité familiale et de la couverture maladie. Mais je ne vous ai pas parlé de la hausse du pouvoir d'achat des Sénégalais avec toutes ces revalorisations salariales pour la fonction publique, le monde de l'éducation. Et une dynamique qui est en train de se généraliser au profit de l'ensemble des travailleurs dans notre pays. C'est ça la réalité. Est-ce que vous avez mesuré? Je ne vous ai pas encore parlé. L'impact de vos mesures prises sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Quand vous parlez de mesures prises, sans pour autant, de façon pédagogique, nous expliquer l'impact, vous parlez de deux choses différentes. Vous parlez de deux choses différentes. Oui. Ce que nous avons fait et l'impact qui a ce qu'on doit en dire pour que les Sénégalais le comprennent. Nous avons fait le choix. Oui, mais parce que celui qui a une augmentation de son pouvoir d'achat de plus de 150 000 francs ou de 200 000 francs par mois, il n'a pas besoin qu'on lui explique à quoi ça peut servir. Première question. Deuxième question. Ce qu'il faut saluer, c'est la capacité de notre économie qui a permis, dans un contexte de crise mondiale inflationniste, de pouvoir avoir des actions comme ça. Dans un contexte mondial inflationniste où nous mettons plus de 350 milliards de subventions pour l'électricité, où nous sommes capables de baisser le prix du sac de riz, c'est que dans ce contexte, exacerbé par le conflit en Ukraine, où il y a eu un renchérissement de tous les coûts, tous les prix, que ce soit le fret, qui a été multiplié par 4 ou moins, que ce soit les difficultés d'approvisionnement en produits pétroliers, et que le Sénégal puisse continuer la mise en œuvre de ses projets tout en prenant en charge ses besoins. Ce fut le cas quand on a été surpris par la Covid. Le plan de résilience économique et sociale a mobilisé 1000 milliards au profit des Sénégalais. C'est ça qu'il faut saluer. Et il me semble qu'il est important que quand le Sénégal a des victoires, il faut les saluer et crier haut et fort. D'autant plus que des questions s'imposent. Bien sûr. Seydou Gueye. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la solution, c'est la subvention? En économie, on sait ce qu'endure un pays qui a opté pour la subvention. Il faut connaître. C'est pas l'avis des spécialistes sur la question. Si on attendait que les spécialistes, on serait tous morts. Oui. Puisque les spécialistes, ils nous guident, ils nous aident à comprendre. Oui. Mais quand on a de l'audace réformatrice, du courage politique, et quand on est obligé que par la satisfaction et le confort, la solution, c'est le bien-être. La subvention, c'est une option politique et de doctrine. En économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vrai que nos partenaires au développement ne sont pas férus de subventions, puisqu'ils sont dans des logiques de libre-échange, de libéralisme. Nous avons nos réalités sociales et nos précarités. Il faut les prendre en charge. Et dans les pays du monde, que ce soit la France ou d'autres pays, quand les questions sociales sont aussi ténues, ils mettent en place des dispositifs analogues. Le Sénégal a la capacité de définir son programme et son projet politique et invite les partenaires à l'accompagner. La rupture fondamentale, nous ne sommes pas dans une relation protestataire avec les partenaires au développement. Nous sommes dans une rationalité de les inviter à nous accompagner dans le projet que nous avons défini nous-mêmes et pour nous-mêmes. Mais finalement, vous avez opté pour la subvention et maintenant vous avez accepté d'augmenter le prix de l'essence. Jusqu'à un moment, mais voilà, c'est une subvention ciblée pour être efficace. Puisque subventionner, ou elle ne l'est pas. Non, on ne peut pas être comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire que si vous mettez 300 milliards, 300 milliards pour subventionner l'essence, il y a beaucoup de Sénégalais pour qui il n'y aura aucun impact. Mais quand vous mettez 300 milliards pour la consommation d'électricité, la plupart des Sénégalais seront concernés et impactés.
Mais c'est une C'est question, ça la vérité. c'est une question d'option et d'arbitrage. C'est-à-dire une inhérente subvention, à toute une gestion subvention totale, Mais, oui. elle est aveugle. Ah, mais Le ciblage, voilà. c'est une Voilà. perspective Voilà. d'efficacité. D'où l'option de l'efficacité d'opter pour la subvention. Mais c'est Oui. un moyen, c'est un levier budgétaire qui permet de faire face. Alors, Et quand vous avez un cadrage macroéconomique solide, vous avez plus de marge de manœuvre pour utiliser les leviers budgétaires. vous convenez avec moi que la vie est chère au Sénégal? Elle est pire partout dans le monde, puisque quand en France, aujourd'hui, vous êtes obligé de n'acheter que 5 litres d'huile, on rationne. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau. Mais vous Elle en est très chère, convenez? la vie. Elle est très chère. Vous en convenez qu'elle est C'est une chère au crise Sénégal? inflationniste. Vous le savez très bien, Bayomar. Mais Ce qu'il faut appréhender Oui. et apprécier, ce n'est pas le fait de la crise, mais c'est la qualité et la robustesse des solutions qui sont proposées pour faire face et renforcer la résilience des Sénégalais. cette résilience est de loin d'être satisfaite. Mais bien sûr. Oui, voilà. Bien sûr. Donc, Seydou Gueye, aujourd'hui... Mais au moins, il faut oui, saluer qu'il y a de la volonté, il y a de l'effort et de l'action. c'est aux Sénégalais de trancher. Alors, à fait. l'autre question, c'est justement dans le rapport sous l'angle toujours politique, parlant de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est dans une moindre mesure dans la même situation que Yewwi, la coalition Yewwi de l'opposition, qui ne conserve que sa liste proportionnelle et vous, la liste majoritaire. Alors, quelle appréciation, M. Seydou Gueye, faites-vous de cette situation qui est la résultante d'une décision de justice, je veux parler, cette décision rendue par le Conseil constitutionnel? Une Quelle décision de appréciation? justice, quand elle est rendue, elle a l'autorité de la chose jugée. Mon avis sur cette décision importe peu. Ce qui importe, c'est la conséquence pratique qu'il faut en tirer, que nous irons aux élections le 31 juillet. Et je suis très heureux, Avec votre liste majoritaire. je suis très heureux d'entendre que la coalition Yewwi, enfin, a accepté d'aller aux élections, a décidé d'aller aux élections. C'est une très bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise. Une très bonne nouvelle qui aurait dû, dans un contexte démocratique, aurait dû permettre aux Sénégalais de pouvoir faire leur choix en tenant compte Attendez. de toutes les propositions. Mais Baye Omar, la Oui. démocratie a bon dos. Je vous parlais du parrainage en question. La démocratie a bon dos. Oui. La démocratie, elle a ses principes. Principe, c'est que la loi est égale pour tout le monde. Et dans les cas que vous venez d'évoquer, il y a un traitement égal. Benno a vu sa liste rejetée, une autre coalition a vu sa liste rejetée. Mais ne perdons pas de vue que ce ne sont pas les deux seules coalitions en compétition. Il y en a 8. Les autres listes ont la même dignité que ces deux dont C'est on clair. parle. C'est clair. Il faut le rappeler aux Sénégalais, puisque clair. tout se passe comme si cette élection ne concernait que deux listes. Non. Première chose. Oui. Il ne s'agit pas d'une affaire de démocratie. Il s'agit de Il quoi? s'agit d'une affaire de respect de la loi et de ses prescriptions. Le Conseil constitutionnel ne valide pas des listes. C'est la commission qui est au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est composée de l'ensemble des représentants des acteurs et de la société civile, qui définit les listes qui sont qualifiées sur la base des prescriptions légales. Et parmi celles-ci, la parité est une condition de recevabilité. Des listes. Des Alors, listes. oui. Deuxième Mais- chose. Oui. Et pour ce que j'en sais, dans la décision du Conseil constitutionnel, je n'ai pas lu la validation par le Conseil constitutionnel de telle liste ou de telle autre. Le Conseil constitutionnel, son rôle, c'est de veiller à la bonne application de la loi et à la correction Seydou de Gueye, tout ce qui a été mis en place. l'organe appelé à organiser les élections, c'est le ministère de l'Intérieur. Ouais. Aujourd'hui, ce ministère est contesté. Quand vous étiez dans l'opposition face à Abdoulaye Wade, vous vous étiez battu pour qu'il y ait une structure neutre, impartiale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche justement de respecter cette même doléance pour Notre conviction, cette opposition alors je vais vous d'aujourd'hui? rappeler, et Oui, vous pouvez rechercher un peu partout. oui,
puisqu'il y a une bonne technique qui s'appelle la VAR. La position qu'on a toujours eue, et en l'espèce, je me souviens que le ministre de l'Intérieur de l'époque s'appelait Maître Ousmane Ngom. La position qui était la nôtre, c'est de dire que le ministre Ousmane Ngom a pour mission et responsabilité d'organiser des élections libres, régulières et transparentes. Sa mission, ce n'est pas de faire gagner son camp. Nous avons un système qui est structuré comme ça. Quand il s'agit du processus électoral, les partis politiques ont leur place, leur rôle, leurs responsabilités et leurs prérogatives. Que ce soit pour les inscriptions, pour les révisions, pour les contrôles, il y a la Sénat, qui est un organe qui supervise et qui a même des prérogatives de correction au-delà de sa responsabilité de supervision. L'administration organise des élections du point de vue matériel. Les partis politiques, la société civile dans sa qualité d'observateur sont présents tout au long du processus. Les tribunaux proclament les résultats en ayant examiné tous les recours et toutes les constatations. Je vous ai posé une question tellement simple. Tout cela est confié au ministère de l'Intérieur. C'est comme ça que ça se passe. Je vous ai posé une question tellement simple. Et je vous ai donné la réponse. Le ministère de l'Intérieur est l'appareil qui organise les élections. Dans le ministère de l'Intérieur, il y a la matière électorale, le code électoral et tout ce qu'il y a comme process. Bien sûr. Mais c'est la tutelle qui organise les élections. Et la justice, elle n'a pas son mot à dire. Mais dans le processus de validation des listes, la justice a dit son mot. Mais je parle de l'appareil d'organisation. Mais l'organisation. Notre système, notre système est clair. Oui. Et c'est un système éprouvé. Je parle pas. C'est un système qui a permis toutes les alternatives. Moi, ce que je dis et que je pose comme question, c'est pourquoi vous n'avez pas accepté ce que l'opposition recommande, c'est le dessaisissement du ministère de l'Intérieur dans l'organisation des élections. Dans l'organisation des élections. Pourquoi? Ce que l'opposition n'est pas élue pour décider des principes et de l'organisation. Elle a des droits reconnus par la Constitution. Il est fondé à, elle a ses prérogatives. Il est fondé en tant qu'opposition. Oui, mais il est fondé à contester. Mais l'opposition est dans son rôle quand elle conteste. Voilà, alors. Nous sommes dans notre rôle quand nous disons que c'est le meilleur système. Ne dites pas c'est le meilleur système. Voilà, c'est tout. Si on écoute l'opposition, le système qui l'arrange, c'est le seul système qui lui permet de gagner les élections. Vous avez été dans l'opposition. Bien sûr. Mais nous sommes toujours... Pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? On s'est toujours opposé en respectant les principes qui permettent à la démocratie d'avancer. Dans notre rôle de contestation et de proposition alternative. C'est une proposition qui a été émise par l'opposition, de dire que toutes nos élections ne devraient pas être organisées par l'administration. Il y a un autre point de vue. C'est clair. Parce que quand on a ce capital expérience, on ne le ruine pas. Oui, mais justement, c'est tout heureux que ce soit ainsi en démocratie. Maintenant, en démocratie. Alors, en démocratie, je pose la question pour y aller. Vous aurez le temps de répondre. C'est justement l'état de notre démocratie. Monsieur Seydou Gueye, invité d'objection, je vous pose cette question parce que des autorités françaises comme d'autres se sont prononcées sur l'état de notre démocratie en parlant de dérive suite à l'arrestation d'opposants au Sénégal. Quelle réaction? Réaction simple, une réaction outrée. Pourquoi? Puisque quand effectivement, M. François Fillon n'a pas pu candidater, quand l'ancien président Nicolas Sarkozy est condamné par la justice, quand Jean-Luc Mélenchon est condamné par la justice, est-ce qu'on a parlé d'une démocratie piétinée? Ça vous gêne? Ça ne me gêne pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. C'est de voir si c'est fondé ou pas. Ce n'est pas fondé. Absolument pas fondé. Il faut arrêter cette posture qui consiste à dire que chaque fois qu'un homme politique est pris par les filets de la justice, il y a un complot où c'est la démocratie qui est piétinée. C'est faux. Totalement faux. C'est vous qui le dites maintenant. Excusez-moi d'en rire parce que vous avez été acteur. Mais bien sûr, on comprend les postures. Oui. Moi, j'ai été dans un parti
Oui. Mon leader politique a été arrêté. Oui, Abdourahim Agne, en oui. l'occurrence, que je salue. Oui, que nous saluons, oui. Mais nous avons mené le combat en respectant. Et je vais vous donner une petite anecdote. Le jour de sa rencontre avec le juge d'instruction, quand on nous a demandé de quitter le bloc des Madeleines, c'était le siège du tribunal, Oui. parce qu'on risquait de gêner le bon fonctionnement de la justice. En bon républicain, on s'est rabattu à notre permanence à Fann, par respect des institutions de la justice. On s'oppose, chacun a le droit de le faire, mais tout le monde a l'obligation de le faire correctement. Oui, c'est l'état de notre démocratie qui est en jeu ici. Nous sommes dans une très bonne trajectoire. Oui. Nous sommes une démocratie, souvent on dit majeure, mais je pense que nous sommes une démocratie modèle. Parce que tout ce dont on parle, ça n'arrive que dans un régime démocratique. Si on était un régime non démocratique ou antidémocratique, il n'y aurait pas eu tout ça. C'est parce qu'il y a de la démocratie au Sénégal que tout cela est possible. Mais votre rapport avec l'opposition, oui, prend des initiatives, prend du moins choisit des stratégies. Nous avons entendu cette semaine et quelques jours avant le concert des casseroles. Vous y avez mis des condiments ou vous avez observé avec quel regard cette stratégie de concert de casseroles? Un regard très amusé, puisque tout ça pour finalement dire que nous allons aux élections. Tout ça pour nous avoir donné un dernier concert très silencieux, on n'a rien entendu. Je pense que les Sénégalais aiment bien regarder Sen Petit Galet, c'est très bien, c'est de la musique. Mais je pense que la vocation d'un leader d'opposition, ce n'est pas de passer de leader d'opposition à animateur de concert. Alors, chez Dougueï, oui, on ne sent pas la coalition Benno, à part des conférences de presse, par-ci, par-là. Aujourd'hui, cette coalition est-elle en retard par rapport à d'autres comme Art Sénégal, à d'autres comme Yewi, sur le plan de l'offensive et de l'occupation du terrain politique? On n'a jamais déserté le terrain. Avant de venir vous rendre visite, j'étais sur le terrain en action, en activité politique. Je pense que nous avons suffisamment d'expérience pour bien comprendre les momentum. Nous nous organisons. Les conférences de presse étaient liées à un contexte un peu surdéterminé par une inflation médiatique. Donc il fallait faire face. Mais ce qui est important, c'est de réunir les conditions de la victoire. Ça commence d'abord par une bonne stratégie. Ensuite, c'est mettre en place l'organisation qui nous permet de remporter haut la main avec une très large majorité les élections du 31 juillet 2022. Vous gardez l'optimisme? Bien sûr, sur la base de ce que nous avons comme acquis, ce que nous voyons sur le terrain et les problèmes qui étaient les nôtres, que nous avons réussi progressivement, Ça y est, vous localité avez pu taire par localité, tous ces problèmes. à régler. Vous avez pu taire tous ces problèmes? Bien sûr, puisque vous avez suivi, vous en avez parlé vous-même, l'écho qui a été réservé à l'appel du président au dépassement, à une mobilisation pour comprendre les enjeux liés à cette élection. Et là, je voudrais féliciter et saluer l'ensemble des membres de Benno et surtout les responsables de l'Alliance pour la République qui ont compris que ce qui se jouait était au-delà des personnes, ce qui se jouait était au-delà des égoïsmes qui n'ont comme conséquence que d'exaspérer les Sénégalais. Et tout le monde a compris qu'il fallait porter le maillot, se battre, le mouiller, afin de donner une majorité qualifiée à Benno, qui a connu un cycle électoral, des cycles électoraux, je devrais-je dire, où elle est sortie toujours victorieuse. Difficilement pour ce qui est des non, dernières, pas difficilement. des Les dernières locales. Si vous prenez le nombre de voix, Oui. sur les dernières locales, la coalition Benno a totalisé plus d'1 500 Vous avez 000 des voix. problèmes à Dakar, vous Non, êtes non, de mais Dakar. on a des problèmes partout, Oui, si mais vous de voulez. Dakar on a des problèmes vous empêche partout. de dormir. Mais pas du tout. Oh. Mais pas du tout. Comment? C'est-à-dire que, Bayomar, il faut comprendre ce qui se passe. Ça aurait été bien d'avoir Dakar dans notre escarcelle.
C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et alors? Dakar, Touba. Est-ce que le monde s'arrête? Thiès. Est-ce que le monde s'arrête? Oui. Est-ce que le monde s'arrête avec ça? Oui, mais c'est des localités que vous n'avez pas. C'est-à-dire, ce qui est le plus oui. significatif pour une élection, où il s'agit de collecter des suffrages, sur ces dernières élections, Benno Bokk Yakaar a totalisé plus d'1 500 000 voix. Yewwi, dont on fait l'apologie, n'a eu que 780 000 voix. Voilà le rapport. Si vous ramenez ça au niveau du département, sur les 46, on n'est pas loin de 40. Dakar, dans la région de Dakar? Non, les départements sur l'ensemble du Sénégal, je veux dire. Oui. Il y en a 46. Oui. Et sur cette base-là, si les résultats des locales étaient identiques, étaient les nôtres pour ces élections, il n'y a pas photo. Mais il y a des résultats quand même qui sont symboliques. Oui, non, mais Vous la en politique, c'est convenez pas avec que moi? du symbolisme. Oui. La politique, c'est de la réalité. Perdre Dakar La pour politique, un c'est de parti la réalité. présidentiel, pour une coalition Perdre présidentielle, Dakar, quand même. Perdre Dakar pour un parti présidentiel. Oui, a une signification. Être mais vous en convenez avec moi que ça a une signification. Mais ça, c'est le fétichisme. Oui. Et moi, non. je suis contre cette idée. Non, c'est Je pas suis du contre cette fétichisme idée. parce Si. que vous avez perdu Dakar Mais vous-même. Ça, Oui. c'est une réalité. Et ça vous plaît Oui. de nous rappeler ça? Oui. Pour faire mal? Non. Alors, Mais quittons attendez. ça, quittons ça pour dire ce qui est le plus significatif en démocratie. Oui. Ce qui est le plus significatif en démocratie, c'est C'est le nombre de résultat total. suffrages C'est le collectés. résultat total. Mais Au alors, final, oui. Au final, Oui. on connaît bien les stratégies qui ont permis à certaines révolutions de réussir. C'est pour ça que vous avez Je tout vais y fait arriver. Je vais y arriver, bye. vous avez tout fait pour justement récupérer certains leaders, comme c'est le cas chez vous à la Médina de Fall. Mais cher Ahmadou Bamba Fall Oui. n'était pas dans une coalition de Yewwi. Yewwi n'en voulait pas. Je parle pas de Yewwi. Non, attendez. Je parle Yewwi d'un n'en maire voulait pas. qui n'était pas Mais dans votre c'est escarcelle. en toute Je parle pas de responsabilité. Yewwi, je C'est en parle toute d'un maire qui n'était pas dans responsabilité. votre escarcelle. C'est en toute responsabilité qu'il a Oui. pris la décision de rejoindre la coalition majoritaire. Et je l'en félicite et l'en remercie. Puisque au moins, il y a une indication que tout le monde doit comprendre. Mais Sherba a La déjà fait tout jonction- le travail là-bas. C'est- Sherba a déjà fait tout le C'est travail. la jonction entre Oui. ces suffrages et ceux de Bernou Vous en riez. doivent nous permettre Vous d'être savez tranquilles. vous-même que ça n'a aucune signification. Non, Sherba avait déjà attendez, fini de faire le attendez, travail. Attendez, Mhm. ce qui importe pour moi, c'est de comprendre. Qu'est-ce qu'il vous amène C'est de comprendre qu'en Qu'est-ce démocratie, qui vous amène il y a une règle. le FAL en question? Il vous amène quoi? En démocratie, il y a une règle. Oui. La règle, c'est la règle de la majorité. Et Et aujourd'hui, et le privilège nous de sommes- l'addition. Et Oui. nous sommes Oui. largement majoritaires dans ce pays. Je viens de vous le montrer avec le Vous n'êtes nombre pas à de l'aise quand vous suffrages. parlez de Médina. Pourquoi? Non, mais parce que je suis sur une élection nationale. Je ne suis pas dans des élections locales qui sont derrière nous. Oui, mais Aujourd'hui, pour comprendre ce qui se joue, oui. il nous faut une majorité à l'Assemblée nationale Oui. qui Mais permette, dans chaque localité. qui nous permette. Oui, c'est l'addition de Non, non, chaque c'est-à-dire- localité. non, bye. Ce qui doit intéresser les Sénégalais et ce qu'il faut leur dire, c'est que ce ne sont pas les petites péripéties qui permettent de construire un pays. Le pouvoir législatif a un rôle dans un système démocratique et un état de droit. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? Oui. C'est permettre à l'Assemblée nationale d'être un espace de discussion et de dialogue autour des projets présentés par le gouvernement pour mettre en œuvre ces politiques Dans la publiques. continuité ou Non, bien... deuxième élément Oui. qui me semble important, Oui. c'est permettre à cette Assemblée de pouvoir autoriser en toute connaissance de cause les demandes formulées sous la forme de budget par le pouvoir exécutif, de procéder au contrôle après mise en œuvre et enfin de mettre en œuvre ces prérogatives d'évaluation des politiques publiques Oui. pour les améliorer dans un sens ou dans un autre. Vous avez énuméré 4 fonctions dévolues à l'Assemblée Qui sont nationale. C'est essentielles. connu. Est-ce que ce sera dans la continuité ou doit-on s'attendre à des innovations majeures? Est-ce que vous avez honte de votre Assemblée nationale? Du tout. C'est-à-dire Répondez à la les question. institutions. Oui. Oui. Ce qui importe dans les institutions, Mhm. c'est la permanence des procédures et des pratiques.
une institution, c'est ce qu'on appelle la sécularisation d'une institution. Si une institution change au gré des humeurs, elle n'en est pas. Mais alors, Seydou Gueye, une autre question à enjeu, c'est justement le combat qui est annoncé de plus en plus, de qu'on parle de cohabitation. Aujourd'hui, est-ce que la cohabitation vous fait peur? Elle n'est ni dans nos cauchemars. Si elle est dans le rêve des autres, elle ne sera pas une réalité dans ce pays. Ah oui, vous battrez pour ne pas qu'une cohabitation ait lieu? Mais nous sommes largement majoritaires dans ce pays. Ça, vous refusez de l'accepter et de l'admettre. Ce n'est pas un problème de refus. C'est à vous d'y aller sur Pourquoi le terrain. vous êtes gêné de dire que le Bénin est majoritaire dans ce pays? Écoutez, c'est sur pas... la base de ce que vous avez comme information. Pourquoi cela peut-il être important? Mais parce que oui, c'est important, parce que si tel est le cas, c'est pas moi Benno. Mais si tel est le cas, votre hypothèse de cohabitation ne se pose même pas. Mais pourquoi pas? Non, pourquoi pas? On vient de sortir d'élections législatives en France. Oui. Où le pouvoir n'a pas de majorité absolue. Et là, le pouvoir a une majorité relative. Oui. Il n'y a pas de cohabitation. Et pourtant, c'est le pays qui l'a le plus expérimenté. Oui. Mais justement, la tendance aujourd'hui... Il y a une réflexion doctrinale assez intéressante sur ces mécanismes un peu de mutation institutionnelle. Mais démocratiquement, ce sont ces mutations qui sont en cours. Mais pas chez nous. De plus en plus. Pas chez nous. Oui, mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas présager de ce que sera demain. Vous ne pouvez pas présager. Non, bien sûr. Oui, donc la question, elle est posée, c'est par rapport à une perspective qui pourrait déboucher sur une cohabitation. Elle n'a pas d'objet. Oui. Je vous dis, c'est le cauchemar des uns et le rêve des autres. Que pensez-vous de la cohabitation? Pour ce que j'en sais, la première expérience qui a été... En démocratie, bien sûr. Oui. Est-ce une bonne chose ou non, ou une non, mauvaise ça dépend chose? des régimes. Quand vous êtes dans des régimes parlementaires, vous n'avez pas ce risque. Quand vous êtes dans des régimes présidentiels, c'est inefficace. Comme c'est le cas chez nous. C'est inefficace. Comme c'est le cas chez nous. Puisque notre régime dit que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Dans d'autres pays, c'est possible puisque c'est le Premier ministre qui le fait. Et dans les régimes parlementaires, c'est ceux qui sont d'abord députés qui deviennent ministres. C'est comme ça que ça marche. Oui. Maintenant, je pense que notre trajectoire démocratique ne doit pas nous orienter vers cela. Notre trajectoire démocratique doit nous orienter davantage sur nos points d'appui et nos points forts. Il nous faut retrouver des capacités à être ensemble. C'est ça. Quand vous parlez ensemble, vous faites allusion à quoi? Mais je fais au corps social. Oui, à une recherche de consensus ou... Mais c'est ça le vrai principe démocratique, c'est la recherche de consensus. Et ça, en l'espèce, le président Macky Sall a toujours dialogué. Oui, mais pourquoi dialoguer devient difficile présentement au Sénégal? Parce que ceux que nous avons en face, dans le cadre du dialogue, ne veulent entendre que l'écho de leur propre voix. C'est pour ça que le dialogue est difficile dans notre pays. Nous sommes sortis de 16 mois de dialogue qui nous ont valu un code électoral consensuel. Et aujourd'hui, quand ce code électoral permet de gagner des localités comme Dakar, ce code est bon. Quand l'administration organise des élections que l'opposition gagne, l'administration est juste. Mais quand c'est le contraire, on torpille tout. Vous êtes contre ceux qui parlent de report des élections pour un meilleur consensus? Mais en démocratie, reporter des élections, parfois ça équivaut à manquer de respect aux citoyens. La démocratie, c'est des rendez-vous rythmés qu'il faut tenir, autant que faire se peut. Je sais que dans notre pays, parfois, il est difficile dans notre pays de tenir les élections à due date, souvent pour les élections locales et autres. Aujourd'hui, quand vous avez mis en place un processus et un agenda, parce que vous savez, un code électoral, c'est des dates, c'est des délais, et on l'accepte. C'est un processus. Quand dans le cadre du dépôt des dossiers pour une élection, on vous dit que le dernier rendez-vous, l'heure limite de dépôt ou de présence à la préfecture ou à la sous-préfecture, c'est minuit, tout le monde s'y conforme. Et c'est de la même manière que quand on vous dit que votre liste doit être une liste de parité alternée, il faut s'y conformer. Alors, comment voulez-vous dire que vous respectez les Sénégalais quand vous-même, acteur politique, vous voulez vous prévaloir de votre propre turpitude pour différer des élections
Je pense que ce n'est pas convenable dans un régime démocratique où on respecte les citoyens. Nous parlons de l'Assemblée nationale. Lors de cette législature finissante, le président de l'Assemblée en a profité justement pour dire au revoir à ses autres collègues députés. D'abord sur l'image d'un homme qui a bouclé 10 ans de législature, qui est également un allié. Oui. Un homme politique. Oui. Je veux parler du président Moustapha Niasse. Oui. Un homme politique qui mérite tous les hommages. Tout le monde est d'accord sur sa qualité de serviteur de l'État. Personne ne conteste sa connaissance des dossiers de l'État. Et nul ne peut s'opposer à ce qui est son vécu avec le Sénégal. Donc je voudrais solennellement lui rendre hommage. Et cette connaissance de l'État, cet engagement au service de la nation, a permis de comprendre. Moi, j'ai connu le président Moustapha Niasse dans le cadre d'espaces comme l'espace de l'opposition, avec feu Ousmane Tanor Dieng, à qui je voudrais rendre hommage, et Ahmad Dansokho. Ah oui, le grand hommage. Je pense qu'il est important que nous qui les avons côtoyés, qu'on raconte un peu leur histoire, pour le rôle qu'ils ont joué dans la stabilisation du Benno. Oui, dans les conquêtes démocratiques. Dans les conquêtes démocratiques d'Abdoulaye Bathily, que je félicite pour son livre, même si je ne suis pas d'accord sur certains passages, sur les thèses qu'il développe, mais je le félicite pour avoir eu cette préoccupation de nous léguer sa part de vérité, sa part de vérité sur les combats que ce soit au Sénégal et en Afrique aussi. Je crois qu'il faut lui rendre hommage aussi. Non, ce que je voulais dire, c'est cette connaissance de l'État et cette conviction que l'État, c'est du sérieux. Mais reconnaissez cette loyauté aussi vis-à-vis de l'exécutif en la personne de votre allié, le président Sall. Je voulais en venir à ce point. Justement, c'est ça qui est important d'analyser. La loyauté en politique. La loyauté en politique. Oui, comme interrogation, bien sûr. Comme interrogation. Oui. Moi, je pense que c'est la première qualité pour un homme politique dans un compagnonnage. Vous savez, l'expertise, vous pouvez l'acheter pour élaborer un programme. Mais la loyauté, ça ne s'achète pas. C'est de la conviction et de l'engagement. À tout prix? Pour moi, la loyauté et la fidélité sont les deux valeurs les plus essentielles dans un compagnonnage politique. Qu'en est-il au Sénégal, sur le terrain, quand justement allusion faite à la circulation des acteurs politiques dans l'espace politique? Moi, j'aurais dit à la mobilité des acteurs politiques. Oui. Vous savez, quand vous êtes convaincu par une politique qui est mise en œuvre, et quand vous pensez que votre rôle, votre responsabilité et votre place à côté de ni Tekher, pas ni Saniher, je pense qu'il faut avoir le courage de franchir la ligne. Ah oui? Si tant est que cette démarche est guidée que par l'engagement. Si c'est pour accéder aux ressources, c'est contestable et c'est même détestable. C'est le cas dans beaucoup de cas au Sénégal. Je ne sais pas, je ne peux pas porter de jugement de valeur. Ce qui importe pour moi, c'est d'avoir cet engagement pour son pays et cette préoccupation pour être toujours à côté des plus pauvres, des plus faibles et des plus précarisés. Oui, vous avez parlé de l'homme politique, le président Moustapha Niasse, qui boucle ses 10 ans de législature. En termes de bilan, vous retenez quoi? Ce que je retiens, c'est que ce sont les lois votées qui ont permis au Sénégal, entre autres, d'arriver à cette trajectoire de croissance consolidée et à s'approcher davantage du Sénégal émergent. Si les lois n'étaient pas votées, l'exécutif n'aurait pas pu mettre en œuvre ces programmes. Ça veut dire que si on arrive à ce niveau de réalisation et à ce niveau de bilan, notre Assemblée nationale a joué un rôle fondamental. Seydou Gueye, invité d'objection, pour rappeler à nos auditeurs que Seydou Gueye est ministre porte-parole, coordonnateur de la communication de la présidence de la République.
Vous coordonnez également la politique au niveau de Benno Bokk Yakaar. On est à quelques encablures des élections législatives. La campagne électorale s'ouvre. Oui, s'ouvre entre stratégie, programme de législature. Quel mode d'action? Ce qu'on sait faire, et ce qui est la tradition bien sénégalaise de la campagne électorale. La posture de combattant, comme on sait le faire. Ah oui? Même si notre campagne va être égayée de sa petite dimension kermesse, mais plus sérieusement, c'est parler aux Sénégalais. Ça vous hante les casseroles? Non, pas du tout. Nous, vous savez, les casseroles, on fait de bonnes choses. Avec les casseroles de Sonko, pour le citer et le saluer. Oui? C'est difficile de parler ça, énoncer le nom. Donc, ce qu'on fera avec les casseroles, on fera de bonnes sauces et le 31 juillet, on dégustera ces bonnes sauces. Ah, oui, ce que nous réserve le 31 juillet. Seydou Gueye, parlons d'enjeux géopolitiques très rapidement. Le président Sall n'est pas que président du Sénégal, il est actuellement le président de l'Union africaine. Oui, une aventure en cours avec la crise ukrainienne, mais tout autour de nous, avec la crise au Mali, en Guinée, au Burkina. Ce dimanche aura lieu une rencontre justement des chefs d'État de la CEDEAO. Aujourd'hui, le Mali est en train de prendre des initiatives pour le transfert justement du pouvoir aux civils. La Guinée n'a pas encore été, ou bien la Guinée est dans cette dynamique, apparemment, attendons de voir ce que cela va donner. Oui, justement, avec le recul, comment vous analysez ce tournant, qui est quand même un tournant historique, avec le président sénégalais comme président de l'Union africaine? Président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, mérite toutes les ovations et toutes les félicitations. Pour 2 ou 3 raisons majeures. Son action au niveau mondial requalifie l'Afrique dans l'espace et les espaces où l'on discute de l'avenir du monde. On n'a pas encore les retombées, hein? Première chose, soutien massif après son plaidoyer pour une place de l'Afrique au niveau du G20. Plus de 2500 milliards de PIB placés entre la France et l'Italie. L'Afrique mérite une place au G20 et je crois que beaucoup de soutien se sont exprimés lors de ce forum de Elmau en Allemagne, de cette session de Elmau du G7. Félicitations au président Macky Sall pour avoir su porter un plaidoyer gagnant. Lequel? Sur la transition énergétique, durable, équitable et juste. Parce que de quoi s'agit-il pour nous? Il faut qu'on puisse utiliser le gaz pour aider les 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Autre plaidoyer que porte le président Macky Sall, c'est une place de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais là où il faut surtout féliciter le président Macky Sall, c'est que dans cette crise ukrainienne, l'Afrique a trouvé une place de premier choix en ramenant au cœur de la discussion la question de la sécurité alimentaire avec ce projet de tout mettre en place pour libérer les graines et les fertilisants. Et aujourd'hui, le monde entier est converti à cet agenda. Donc, fondamentalement et sans prétention, on peut dire qu'il a contribué à mettre à l'endroit l'agenda des discussions pour une sortie de crise. En attendant les résultats. Oui, mais on est aujourd'hui en train de mettre en œuvre les procédures par lesquelles on pourrait libérer les graines. Et je crois que sur certains aspects, ça a commencé. Le problème a été très bien posé et très bien soutenu. Maintenant, revenant dans notre sous-région. Sous-région, oui. Il est important de considérer et de comprendre que dans son rapport aux pays qui ont été sur la sellette pour des coups d'État militaires, le principe a été fortement approuvé et soutenu par notre espace communautaire de rejet des coups d'État militaires. C'est clair. Par une démarche, les concertations sont ouvertes et aujourd'hui, pour les 3 pays que vous venez de citer, le Mali, la Guinée et le Burkina, on est en train d'arriver et de progresser vers un agenda de transition démocratique acceptable de part et d'autre. Oui, la frontière a été réouverte, ne serait-ce que pour la Tabaski. Il y a de fortes demandes et de fortes pressions et c'est légitime. Oui.
pour que les sanctions un peu soient levées, pour permettre aux populations de mieux respirer et d'avoir plus d'air et de sortir la tête de l'eau. Et c'est important, puisque au-delà des problématiques de convergence, il faut penser à la vie des gens. La Guinée, le Burkina, c'est toujours dans la même tendance. Toujours dans la même problématique. Ce qu'il faut saluer, c'est que le dialogue n'est pas rompu. Et qu'il y a des concertations avec des médiateurs qui sont en activité et les différentes parties se parlent. Et c'est important, puisque pour sortir d'un problème, il faut être dans la posture de dialogue et de l'échange pour arriver à un consensus. Et je pense que ce qui est en cause, c'est le retour à l'ordre constitutionnel normal. Et à ce jeu-là, aucun effort n'est inutile. Oui, il y a de plus en plus dans l'espace francophone cette idée d'émancipation, d'autonomie vis-à-vis justement des Occidentaux, allusion à la France de plus en plus. Oui, qu'est-ce que cela vous inspire que cette jeunesse monte au créneau pour plus de liberté, plus d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis justement, je ne parle pas de l'oppresseur, mais... Nous sommes dans un monde en mutation. Oui. Et un monde en mutation nous oblige à réviser un peu les logiciels. Il y a un sentiment qui est là, anti-occidental, globalement. Il ne s'agit pas uniquement de la France. Mais je ne serai pas du même avis que vous en parlant d'émancipation, d'autonomisation. Je pense qu'il nous faut, tous ensemble, bâtir un monde structuré autour de valeurs communes et partagées. C'est ça la demande que je comprends. C'est-à-dire qu'il y a un ordre qui en gardant notre propre spécificité, bien sûr. Bien sûr. Quand je parle de valeurs partagées, ça veut dire qu'il faut repenser à Senghor qui dit au banquet de l'universel, il faut apporter. Et nous apporterons. Et je crois que c'est ce monde-là qu'il nous faut construire. Un monde plus juste, plus équitable, et un monde qui permette à l'Afrique de sortir de la marginalité économique, avec ses différents travers. L'immigration irrégulière, la Méditerranée qui est un cimetière pour les jeunes Africains. C'est ce monde-là qu'il faut s'efforcer de construire. Et cela n'est possible que parce que nous dialoguons. Oui, le combat contre l'immigration, les jeunes qui empruntent justement cette voie-là, traduirait quoi? L'échec des politiques? Non, je ne pense pas. Oui. Je ne pense pas. L'immigration est une activité naturelle de l'homme. C'est vrai. Rappelez-vous, le président Abdou Diouf disait... C'est de vous dont nous parlons. Non, mais je veux dire, ça c'est un peu de la datation carbone 14, si vous voulez. Il disait, c'est pas avec les bras qu'on va arrêter la mer, parlant de l'immigration. Donc ça veut dire que c'est un problème sérieux. Et ça fait partie... Qui mérite réflexion tout de même. Problèmes, qui mérite réflexion. Plus que de la réflexion, c'est un problème où il faut continuer les actions et avoir quand même le courage de lutter contre les filières et les trafics. Ça, les autorités espagnoles parlent de mafia. Et dans notre pays, continuer cette trajectoire où on a de l'offre pour les jeunes, l'exploitation de la terre, des perspectives pour la jeunesse. C'est ça qu'il faut faire. Il faut plus de l'action et nous sommes dans l'action pour le faire. Et ça, il faut le reconnaître. Y a-t-il une problématique de politique de jeunesse aujourd'hui au Sénégal, au point que beaucoup parlent de divorce entre le chef d'État sénégalais et sa jeunesse? Si telle était la réalité, le président Macky Sall n'aurait jamais été élu avec plus de 58%. Je parle de ceux sa qui jeunesse. ont moins de 35 ans Oui. représentent 70% de notre population. Oui. De tous. Seydou Gueye, la dernière question. Est-ce que vous êtes la présidence? Vous avez été en France quand le président a rencontré, ce citoyen sénégalais qualifié d'insulteur. Oui, comment cela a-t-il été organisé pour en arriver là et nous offrir justement cette image? Vous me demandez de vous livrer les secrets de notre cuisine. Ça vous a gêné cette image? Je ne suis pas là pour donner des états d'âme. Est-ce que vous avez justement pu mesurer l'ampleur et les échos que l'image a suscité à travers l'opinion? Oui. Quelle est votre réaction? Je continue ma responsabilité de chargé de la communication du président en essayant de faire
de la façon la plus efficace. Si, vous savez, oui. Si demain c'était à répéter une telle image encore... tous les goûts sont dans la nature. Et je ne suis pas au confessionnal pour avouer des fautes. Je suis en train d'échanger avec vous. Ça a été une faute? C'est moi qui l'assume, puisque c'est moi qui suis responsable de la communication du président Macky Sall. Cette image a été une faute du protocole ou... Le protocole n'est pas impliqué. Je suis le responsable de la communication du président Macky Sall. Ah, donc c'est vous qui avez organisé cette rencontre. Si vous en tirez cette leçon... Je pose la question. Cette idée vous engage. Je vous pose la question, si c'est vous qui avez organisé cette rencontre. Essentielle. Oui. Ce n'est pas une question essentielle. Si. Non. Si, parce que ça a suscité beaucoup de réactions. Mais vous-même, dans vos radios, je ne dis pas Sud, mais dans notre pays, on accueille beaucoup de personnes qui sont dans une radicalité, parfois dans l'invective, l'insolence. Nous sommes comme ça. À l'échelle d'un État. Il faut se battre. À l'échelle d'un État. Oui. Ce qui importe, c'est de l'autorité, c'est de la fermeté. Ça a été le cas? Mais il ne s'agit pas de l'État. Il s'agit d'un citoyen sénégalais qui a rencontré mais justement, un chef de parti. Voilà, c'est le chef de parti, c'est pas le chef d'État. Ils ont parlé de politique, beaucoup plus. Donc c'est le chef de l'État, c'est le chef de parti. Seydou Gueye, merci. Merci Bayomar. Je rappelle que vous êtes ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République. Alors, bientôt la campagne électorale, la coalition Benno est fin prête. Comme disent mes parents, Nawon, Lakon, Nyakon, Fakon, Nyakodon Defek, Nyakodon Def, et que ça se passe en toute sérénité, dans la paix et la transparence. Merci beaucoup, Seydou Gueye. Le Sénégal dépasse nos ambitions et nous devons apprendre à taire nos égoïsmes parce que nous avons suffisamment exaspéré les Sénégalais par nos prétentions et nos ambitions. Oui, et quel est votre entendement de la paix? La paix? Oui. Vous savez, là où il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de développement. Là où il n'y a pas de leadership fort qui donne une direction, il ne peut pas y avoir de développement. Heureusement, au Sénégal, nous avons de la paix. Et nous avons un leadership fort qui a tracé une direction et un cap avec un cadre de cohérence méthodologique qui nous vaut aujourd'hui les performances que le monde observe. Faisons attention à ce que ce regard positif et généreux sur notre pays ne se transforme en regard torve. Ministre porte-parole, coordonnateur de la communication de la présidence de la République, ça a été un plaisir encore une fois. Merci beaucoup. Amin, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ça n'est tout. Excellente suite de programmes sur la 98.5. Nos programmes continuent. Place à Maodo Faye et son invité d'Adianobi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.